Mercredi 6 août 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, la construction de l'autoroute contribuera à accélérer l'essor du secteur tourisme à Madagascar. Le tourisme figure parmi les domaines clés dans lesquels Madagascar et Maurice comptent approfondir leur coopération, selon le nouvel ambassadeur Bruno Cunha, qui a présenté ses lettres de créance aujourd'hui au président Andrzej. Une collaboration importante est également prévue dans le domaine de l'agriculture et de l'exportation. Judical Ranjanirin, Andrzej. Bruno Cunha, le nouvel ambassadeur de la République de Maurice, n'est pas un inconnu à Madagascar. Il y est présent depuis 20 ans, notamment dans l'enseignement supérieur. Parfaitement informé de la situation et de l'évolution des relations entre les deux pays, il affirme clairement que Madagascar et Maurice entrent aujourd'hui dans une nouvelle ère de coopération plus étroite et plus approfondie. Je pense que nous inaugurons une nouvelle ère dans les relations entre Maurice et Madagascar. Tout le monde va bénéficier de cette nouvelle ère qui commence, ce nouvel élan dans le travail qui va être accompli. Aussi bien à Maurice qu'à Madagascar, je crois que les institutions gouvernementales sont extrêmement confiantes dans ce qui va s'ensuivre. Les deux pays sont des îles sœurs, tous deux membres de la Commission de l'océan Indien. Cela fait de nombreuses années que ces deux îles collaborent. Lors de la rencontre d'aujourd'hui, le renforcement de cette coopération dans les domaines de l'agriculture et du tourisme a été discuté. C'est une collaboration mutuellement bénéfique. Maurice est une petite île, elle est 281 fois plus petite que Madagascar. Et donc les espaces pour la culture sont relativement limités. Par contre, votre pays est magnifique, il y a des espaces illimités. Donc en important des légumes et des produits agricoles de Madagascar, tout le monde est gagnant. Le peuple malgache a une source de travail et le peuple mauricien retrouve des légumes à des prix abordables. Par exemple, il est inconcevable que Maurice importe du poulet ou des saucisses de l'Argentine ou du Brésil, quand tout ça aurait pu se faire ici. Donc ça, c'est la première optique. Et puis ça, n'oublions pas, Maurice est connu dans le monde pourquoi? Pour son tourisme, pour son savoir-faire en termes de tourisme. Et là, Madagascar est sur le point d'émerger en tant que puissance touristique. Nous sommes d'ailleurs, Maurice, que les jalons sont là, mais dès l'ouverture de l'autoroute, Madagascar pourra proposer un produit financier qui sera incomparable. Ce renforcement des liens et de la coopération entre Madagascar et Maurice s'inscrit pleinement dans la volonté de mettre en place une collaboration plus efficace entre les pays du Sud. Et dans la continuité des partenariats publics-privés en vue d'assurer le succès du 45e sommet de la SADC organisé à Madagascar, le groupe Axian Energy, à travers ses filiales Jovena et NEA, a exprimé aujourd'hui son engagement à garantir l'approvisionnement en énergie et en carburant durant l'événement. La signature de l'accord de partenariat entre le directeur général du groupe et la ministre des Affaires étrangères s'est tenue aujourd'hui au stade Baré Mamas. Natera Koutoumov et Nzara Djantsou pour plus de détails. Cet accord signé entre la ministre des Affaires étrangères représentant l'État malagasy et le groupe Action Énergie témoigne de la solidarité entre le public et le privé. En effet, ce geste illustre l'engagement du secteur privé pour la souveraineté nationale et pour la réussite du 45e sommet de la SADC, un rendez-vous international qui permettra à Madagascar de démontrer son professionnalisme dans l'accueil d'événements d'envergure. Tous unissent leurs efforts pour garantir la réussite de ce sommet. Les sociétés Jovena et NEA prendront ainsi en charge l'approvisionnement en carburant et en énergie, notamment grâce à la mise à disposition de groupes électrogènes pendant la durée du sommet. Pour assurer effectivement le déplacement de toutes les délégations lors de ce sommet, c'est bien entendu essentiel. Et le deuxième, c'est effectivement donc la fourniture d'un groupe électrogène par NEA Madagascar pour garantir effectivement la continuité
de l'approvisionnement énergétique requis lors du sommet à la CCI. Ce sont des valeurs chez Action Énergie qu'on défend, la solidarité, la collaboration. On croit fortement quand même au partenariat public-privé. On sait que c'est comme ça qu'on va avancer ensemble et qu'on va pouvoir justement faire évoluer notre secteur énergétique. Donc bien que cette collaboration aussi soit sporadique, on va dire liée à l'événement, on est toujours effectivement en communication pour travailler effectivement avec le gouvernement et les instances pour justement faire progresser notre secteur dans tous les domaines où on peut avancer ensemble. Le gouvernement reste ouvert au partenariat avec le secteur privé et cet accord signé aujourd'hui en est une illustration, a souligné la ministre des Affaires étrangères. Notre partenariat va permettre de surtout faciliter le déplacement des VVIP qui sont invités pour cet événement, donc les chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Ce sera un moment, je l'ai dit, historique et c'est un moment important parce que nous allons pouvoir démontrer notre capacité à accueillir des délégations de plusieurs États membres de la SADC et une belle manière de démontrer notre mobilisation au niveau national et surtout de prouver que Madagascar peut offrir le meilleur en termes de courtoisie, d'hospitalité et d'organisation. Je souhaite vraiment dire un grand merci à l'équipe de Jovena et surtout au groupe Action aussi, qui est un conglomérat africain, panafricain, il faut le dire, et qui est présent dans plusieurs pays de la SADC. Donc c'est pour nous un honneur et c'est pour nous aussi vraiment une grande joie et un plaisir de pouvoir collaborer avec Jovena, avec le groupe Action, dans le cadre de cet événement. Il convient de rappeler que Madagascar est déjà pleinement engagé dans les préparatifs du sommet de la SADC depuis lundi dernier jusqu'au 18 août prochain. Diverses réunions au sommet se succèdent pendant cette période, nécessitant la mobilisation et la coopération de tous, selon les explications. En économie, la Banque centrale de Madagascar maintient le cap. Le comité de la politique monétaire a décidé de garder inchangé son taux directeur à 12%. Une décision prudente dans un contexte économique en transition. Les détails. Le taux directeur reste à 12%. Une décision du comité monétaire de la Banque FIB de Madagascar qui marque une volonté d'observer les effets des précédentes mesures prises. Des signaux positifs soutiennent cette décision. Une reprise économique qui se dessine, une relative stabilité de l'arrière et des perspectives d'inflation orientées à la baisse pour 2025. Selon le comité, les conditions monétaires actuelles restent suffisamment restrictives pour contenir l'inflation, tout en maintenant un certain niveau d'activité économique. Un équilibre délicat à préserver. Mais l'horizon reste flou. L'année 2025 reste incertaine à cause de la volatilité des prix mondiaux, des tensions géopolitiques persistantes et des conflits commerciaux croissants. Autant de facteurs pouvant fragiliser la dynamique nationale. La prudence reste donc de mise pour les autorités monétaires qui devront jongler entre le soutien à la croissance et la stabilité des prix dans un environnement international de plus en plus imprévisible. Dans les actualités sociales, les connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive restent insuffisantes chez les femmes et les jeunes filles malagasy. La promotion de cette dernière fait partie des priorités de la politique générale de l'État, car elle est étroitement liée au développement économique du pays. À travers le projet Wish2, l'État s'engage ainsi à promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles en matière de santé sexuelle et reproductive, tout en leur garantissant un accès à des services complets et de qualité. Andoniana Martina. Il existe encore aujourd'hui des femmes à Madagascar qui donnent naissance à 7, voire 10 enfants en raison du non-recours aux méthodes de planification familiale. De nombreux obstacles empêchent les femmes d'y accéder, notamment le manque de connaissance de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. C'est dans ce contexte que le programme Wish2 intervient à travers une collaboration étroite avec les centres de santé de base et les hôpitaux publics à Madagascar. Au total,
123 centres de santé répartis dans 41 districts et 14 régions bénéficieront de ce programme dans la région Alochamangour où le lancement officiel a eu lieu. La promotion de la planification familiale s'inscrit dans la politique générale de l'État, contribuant au développement socio-économique du pays. Ce projet, d'une durée de 2 ans, prévoit également des formations pour les agents de santé de proximité, ainsi qu'une implication active des communautés à travers des campagnes de sensibilisation et des dialogues directs. Et puis, le nombre de passagers sur la route nationale 7 a doublé, selon les responsables d'une gare routière. Les déplacements sont majoritairement motivés par des fêtes familiales. Les destinations les plus fréquentées sont Ambatoulampi, Amboui-Mandjous et Antirabé. Yves Chanel. En temps normal, une 50aine de véhicules quittent quotidiennement cette gare routière. Mais en cette période de vacances, ils sont plus de 100 départs par jour. Parmi les destinations les plus fréquentées de la RN7 figurent Amboui-Mandjous, notamment en raison des exhumations et des fêtes familiales organisées sur place. Le trajet entre Antananarivo et Antirabé prend aujourd'hui environ 5 heures, contre 4 heures auparavant à cause des travaux de réfection de la route à Ambatoulampi. Cette gare routière a ainsi modifié les horaires de départ des véhicules en les retardant de 30 minutes pour éviter les bouchons. Pour cette gare routière, aucune hausse des frais n'est prévue. Et puis la priorité de la commune d'Ampitatavk est l'éducation, en lien direct avec la vision actuelle du gouvernement. Les enfants et les jeunes sont encouragés à s'investir dans les études et des présents seront remis aux plus méritants. À l'approche de la rentrée scolaire, le maire apporte un soutien concret aux parents d'élèves. Yves Chanel. Un mois avant la rentrée scolaire 2025-2026, la commune d'Ampitatavk ne ménage pas ses efforts pour augmenter le taux de scolarisation des enfants. Une attention particulière est accordée aux familles les plus vulnérables avec des aides mises en place pour permettre une scolarisation normale des enfants. L'argent n'est pas remis directement aux parents, mais déposé directement à la banque, explique le maire Radra Parouel. Le développement d'un pays repose sur une population instruite, c'est pourquoi l'éducation est placée en priorité selon lui. Comme pour l'examen du CEPE, les élèves ayant réussi brillamment aux examens du BEPC et du baccalauréat recevront également leur récompense au cours du mois de septembre. Les différentes actions sociales sont financées par le budget de la commune. Par ailleurs, la commune d'Ampitatavk demande que soient examinés au cas par cas les remblayages des terrains qui constituent l'une des principales sources de revenus locales. Et on enchaîne avec les actualités internationales pour l'anniversaire du largage de la bombe atomique sur la ville japonaise. Hiroshima accueille une cérémonie où tous les pays du monde sont invités. France 24. À Hiroshima ce mercredi, une minute de silence. À l'heure exacte du largage de la bombe atomique sur la ville japonaise il y a 80 ans. Plus d'une centaine de pays ont envoyé un représentant, mais parmi les grands absents de la cérémonie, des puissances nucléaires majeures comme la Russie, la Chine ou le Pakistan. Il incombe à notre pays, seule nation à avoir subi des bombardements atomiques pendant la guerre, de prendre la tête des efforts internationaux visant à instaurer un monde sans armes nucléaires. À l'heure où certains États utilisent de plus en plus la rhétorique nucléaire et où les dépenses militaires sont en forte augmentation dans le monde comme au Japon, les premiers inquiets sont les Hibakusha, les survivants de la bombe atomique. Dans 10 ou 20 ans, il ne restera plus personne pour transmettre cette expérience triste et douloureuse. C'est pourquoi je veux partager autant que possible. Le nombre de survivants diminue d'année en année, mais le sentiment antinucléaire reste fort au Japon. Si 8 députés ont bien proposé d'armer le pays de la bombe, dans la rue, ils sont nombreux à être venus manifester pour la paix et l'abandon définitif de l'arme nucléaire.
Au Proche-Orient, alors que les négociations pour un cessez-le-feu sont toujours dans l'impasse, de plus en plus d'Israéliens quittent leur pays pour fuir la guerre. France 24. Loin de la terre promise, la Grèce. Beaucoup d'Israéliens viennent s'y installer pour fuir la guerre, un pays divisé. Comme Cynthia Tager. Elle est ingénieure en informatique, elle a quitté Tel Aviv avec mari et enfants. À Athènes, elle se sent désormais chez elle. C'est votre premier été ici? Oui. Tout ici semble convenir à cette mère de famille. Climat, coût de la vie, douceur de vivre. C'est le massacre du 7 octobre 2023 et le conflit à Gaza qui ont poussé Cynthia Tager et sa famille à quitter l'État hébreu. Si nous sommes partis, c'est surtout pour nos enfants, car ils méritent une enfance comme tous les autres enfants du monde, où ils n'ont pas à s'inquiéter de la guerre, d'aller dans les abris antimissiles, ou s'il va y avoir des sirènes d'alarme ou des bombardements. Les formalités, visas, travail sont facilités par les autorités, ce qui fait de la République hellénique un pays de prédilection pour quelques 10 000 Israéliens. En Galilée, dans le nord de l'État hébreu, Isar Berry arrache les mauvaises herbes de ce qui était son petit coin de paradis. Parfois, le paradis peut se transformer en enfer. L'enfer pour cet ancien journaliste militant pour la paix, c'est le gouvernement de Benjamin Netanyahou, trop va-t-en-guerre, trop à droite, dans ce pays où, selon lui, la démocratie s'efface. Ça fait 2 ans que je suis de toutes les manifestations, mais à quoi bon? Il n'y a rien qui marche pour arrêter cette montée de l'extrémisme, du fascisme et tout ce qui se passe en ce moment. Même s'il garde sa maison ici, s'il a des amis, de la famille, il passe de moins en moins de temps en Israël, sa terre natale. C'est ce qui arrive à notre société, à nos espoirs déçus, de ne pas pouvoir résoudre le conflit israélo-palestinien ou d'arriver à un compromis. Le septuagénaire a lui aussi fait le pari de la Grèce. À 2 heures d'avion seulement, il y passe désormais le plus clair de son temps. Nous sommes au port d'Ashdod, dans les entrepôts de cette entreprise de déménagement. Ilan Rebibo est le patron de la société. C'est la première fois en 30 ans de carrière qu'il constate un tel exode d'Israéliens. C'est une première cette année. On déménage même une famille entière. Une vingtaine de personnes qui ont vendu leur propriété ici et qui partent d'Israël. En 2024, il y avait plus de départs que d'arrivées en Israël. Selon les autorités, 82 000 Israéliens ont officiellement quitté le pays l'an dernier, du jamais vu, pour 3 destinations privilégiées. Là, ce sont les affaires d'Israéliens qui s'installent à Chypre. Et ça? Ça, c'est direction le Portugal. Et là, c'est pour la Grèce. Au bord de la mer Égée, voici la nouvelle maison d'Isar Berry, l'Israélien qui tourne le dos à son pays. Aujourd'hui, quand il ne supervise pas les travaux de rénovation... Parfait, parfait. Ce retraité suit l'actualité en Israël et les débats sur la guerre à Gaza. Pas de problème de loyauté pour lui par rapport à Israël, même s'il sait que c'est un reproche courant à l'encontre de ceux qui sont partis. Je ne trahis pas mon pays, c'est mon pays qui me trahit. C'est mon sentiment. Selon un dernier sondage, 1/3 des Israéliens songeraient à quitter leur pays. Et pour terminer, la défense civile palestinienne à Gaza a fait état de la mort de 20 personnes dans l'accident d'un camion de vivres qui s'est retourné sur la foule au cours de la nuit du mardi à mercredi. France 24. Alors on n'a pas d'images et pas beaucoup plus de détails quant à ce drame qui s'est déroulé dans la nuit de mardi à mercredi. Ce que l'on sait, c'est que l'accident s'est déroulé à Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza. Le camion s'est renversé alors que des centaines de civils attendaient de l'aide humanitaire. C'est ce que dit la défense civile palestinienne. Le Hamas accuse Israël d'avoir poussé ce camion à emprunter une route qui n'était pas sûre, une route qui avait été bombardée, même si pour l'instant impossible d'établir un lien de causalité directe
entre les deux événements. Un témoin a néanmoins parlé au journal Haaretz, estimant que les pneus de ce camion avaient pris feu et c'est ce qui a provoqué l'embardée. Ce même témoin dit que ce camion était destiné à des marchands locaux et non à l'aide humanitaire internationale. Depuis hier, ces marchands locaux sont de nouveau autorisés à vendre les marchandises dans la bande de Gaza et c'est un répit extrêmement attendu pour les Palestiniens. Cela devrait faire baisser les prix au marché noir dans un contexte où la malnutrition et la famine touchent quasiment toute la population de Gaza. Selon la presse israélienne, Eyal Zamir aurait déjà exprimé des réserves, si ce n'est une opposition au nouveau plan de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre doit normalement réunir son cabinet de sécurité jeudi, demain, et établir la suite de l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a lui dit que le chef d'état-major devrait suivre les indications de l'échelon politique, même s'il est libre d'exprimer son opinion, dit-il. Ces dissensions entre l'armée et le gouvernement, ça fait suite aussi à la publication il y a quelques jours des réserves de 550 anciens chefs israéliens haut placés dans l'appareil sécuritaire, des anciens chefs du Shin Bet et du Mossad notamment, qui s'opposent désormais de façon officielle à la guerre, qui disent qu'un cessez-le-feu aurait pu être atteint il y a un an, qui demandent au gouvernement d'arrêter sa campagne militaire sur la bande de Gaza et qui est écouté par une large partie de la population israélienne qui chaque samedi manifeste pour demander un cessez-le-feu, la seule façon selon eux d'arrêter la guerre à Gaza et surtout pour eux de faire libérer les otages israéliens toujours détenus à Gaza. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Strike Back. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.